En lisant le testament, mon fils, Dominique, et sa femme, Chantal, célébraient déjà leur victoire. Chantal s'est écartée et m'a averti. « Pierre Moreau, commence à faire tes valises. Je te donne 24 heures pour dégager. » Dominique ne me regardait même pas, mais soudain, maître Arthur Dumont, le notaire, l'a arrêté. « Pardonnez-moi, j'ai manqué la ligne finale. Votre père n'a laissé la maison à aucun d'entre vous. Il a laissé un enregistrement vidéo. Regardez l'écran. Maintenant, votre fils saura que nous savons tout sur lui. » Bonjour, chers auditeurs. Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous demander une faveur. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, cliquez sur le bouton j'aime et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous écoutez. Cela aide énormément notre communauté à grandir. Maintenant, installez-vous confortablement. Profitez de cette histoire. La maison sentait le parfum français lourd et les lys fanés. Une odeur sombre qui semblait s'accrocher à mes vêtements comme une pierre pesante. Je suis passé devant la fenêtre du salon, regardant les nuages bas tomber sur notre quartier de Neuilly-sur-Seine. Les miroirs, dispersés dans la pièce, ne reflétaient rien, mais je savais déjà que je ressemblais à un fantôme. Aux funérailles de ma propre épouse, je n'étais pas le maître de maison. J'étais un accessoire, un vieux meuble qu'ils avaient oublié de nettoyer avant l'arrivée des invités importants. Dominique Moreau, mon fils, était planté au centre de la pièce. Il portait un costume noir impeccable, et cette expression qu'il avait perfectionnée, affligée mais pleine de dignité retenue, qu'il avait perfectionnée durant ses années au conseil municipal. Des gens, des élus, des promoteurs immobiliers, des hommes de pouvoir que je n'avais jamais vus dans notre maison du vivant de ma femme Élisabeth, l'entouraient. Ils lui serraient l'épaule, hochèrent la tête et parlaient d'une perte irremplaçable. Personne ne s'est approché de moi. Pour eux, j'étais juste un vieil homme en costume noir, un veuf dont le temps était révolu avec le dernier souffle de son épouse. Je suis retourné dans l'ombre des lourds rideaux quand j'ai entendu le cliquetis de talons hauts. Chantal Moreau, ma belle-fille. Elle a traversé la pièce comme un corbeau noir attirant l'attention. Elle portait une robe noire trop révélatrice pour des funérailles, mais parfaite pour les colonnes société. Elle a pris le bras de Dominique et s'est penchée vers son oreille. Leur voix était basse, mais mon ouïe, aiguisé par 40 ans de travail et le silence des archives judiciaires, a capté chaque mot. « Quand pouvons-nous commencer la rénovation ?» demanda-t-elle, sans même regarder dans ma direction. « Cette maison est un tombeau, et ce bureau où ton père garde tous ses dossiers, c'est un cauchemar pour les normes d'incendie. » Dominique a soupiré comme s'il luttait contre une migraine et a vérifié l'heure sur sa montre coûteuse. « Patience, Chantal. La lecture du testament est demain. Après ça, les déménageurs peuvent venir dès le soir. On va virer ce bureau. En premier, j'ai besoin d'espace pour une table de billard. » Quelque chose s'est serré dans ma gorge, froid et sombre. Mon bureau, ma salle de guerre, comme Élisabeth aimait plaisanter. Dans ces classeurs de lettres parfaitement organisés se trouvait l'histoire non seulement de notre famille, mais de la moitié de la ville. Pendant 40 ans, j'avais été greffier en chef du tribunal de grande instance. Je connaissais chaque sous-paragraphe du Code civil français, chaque virgule des règles de procédure. Les juges allaient et venaient, les avocats tournaient, mais moi, je restais. J'étais celui qui vérifiait leurs dossiers pour qu'ils soient révisables, pointant les erreurs de date et de langue. Ils pensaient que j'étais juste un vieil homme, un gratte-papier, mais ma méticulosité a sauvé leur carrière de l'humiliation d'une cour d'appel. Et maintenant, mon fils, ma propre chair et sang, voulait démolir tout ça pour une table de billard. Je n'ai fait aucun bruit. J'avais appris à être invisible. Au tribunal, l'émotion est une faiblesse. Seuls les faits ont du poids. Le lendemain, nous nous sommes assis dans l'étude de maître Arthur Dumont, le notaire, et vieil ami d'Élisabeth. L'étude sentait le vieux papier et le cigare, une odeur qui m'a toujours calmé. Arthur, un homme corpulent aux cheveux gris, était assis derrière un bureau en chêne massif, arrangeant des documents. Il évitait mon regard, et cela m'inquiétait plus que l'hostilité ouverte de Chantal.
Dominique s'est affalé dans sa chaise, propriétaire, la jambe croisée sur le genou. Chantal était assise au bord de son siège, prête à bondir. « Oublions les formalités, Arthur. » Dominique a soupiré, regardant le plafond. « J'ai une réunion du conseil à 3 heures. » Le notaire a retiré ses lunettes, les a nettoyées avec un vieux mouchoir et les a remises. « La procédure est la procédure, Dominique Moreau. » Il a commencé à lire. Clause de base, langage juridique sec qui sonnait comme de la musique à mes oreilles. Compte bancaire, liquidité, la voiture, tout allait au fils. Je me suis redressé, la chaise grinçant sous mon dos. Je ne m'attendais pas à un héritage. Elisabeth avait toujours dit que Dominique devait maintenir les apparences et que j'avais besoin de peu. Et également la résidence principale et le terrain situé au 425 avenue Montaigne. La voix d'Arthur s'est estompée. Chantal ne pouvait plus attendre. Elle a plongé dans son sac à main surdimensionné et avec un cri aigu qui a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse, a sorti une petite flûte de champagne étincelante. Le liquide doré s'est déversé dans la coupe. « Enfin !» halta-t-elle sans aucune honte. Elle s'est tournée vers moi et ses yeux ne contenaient pas seulement du triomphe, mais du pur mépris. Elle s'est penchée et a sifflé pour que seul moi puisse entendre. « Commence à emballer tes affaires, Pierre. Je te donne 24 heures pour dégager. Pas de carton, juste les objets personnels. Le reste va à la déchetterie. » Dominique n'a même pas levé les yeux, occupé à texter, mentalement en train de disposer de son héritage. Je suis resté silencieux. À l'intérieur, pas de larmes, juste une clarté froide. 24 heures. Selon l'article 62 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, même un occupant enregistré, dont le titre de propriété a changé, a au moins 30 jours, sauf décision de justice. Elle bluffait, mais ne savait pas à qui elle avait affaire. « Excusez-moi. » La voix d'Arthur était étonnamment ferme, coupant le tintement du champagne. Je n'ai pas fini de lire la dernière ligne. Chantal s'est figée. La flûte s'est arrêtée en l'air. Dominique a levé les yeux de son portable. « Quelle ligne ?» demanda-t-il irrité. « Papa m'a toujours tout laissé. C'est la tradition. » « Votre mère, Elisabeth ?» Le notaire m'a regardé directement. Son regard, empreint de respect profond et, je pense, de sympathie, n'a laissé la maison à aucun d'entre vous. Elle a laissé une disposition et un enregistrement vidéo. Arthur a appuyé sur un bouton de la télécommande. Un écran blanc est descendu du mur et le projecteur s'est allumé. Le visage d'Elisabeth est apparu. Elle était assise dans son fauteuil préféré, celui que Dominique voulait jeter. Elisabeth paraissait fatiguée, la maladie ayant clairement pris son tribut, mais ses yeux étaient clairs et durs. Dominique. La voix de ma femme a rempli la pièce, faisant sursauter Chantal. « Tu pensais que j'étais aveugle ? Tu pensais vraiment que je ne voyais pas d'où venait l'argent pour ton cabinet et pourquoi les fonds disparaissaient du budget municipal ?» La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge murale qui battait. Dominique est devenu livide. « C'est fou !» s'est-il écrié. « Je laisse la décision finale entièrement à mon mari, Pierre. » Elisabeth a continué depuis l'écran. « Il est la seule personne qui connaît la combinaison du coffre-fort. » Mais plus important encore, Dominique, il est la seule personne qui sait comment lire ce qui se trouve à l'intérieur. Je ne lui laisse pas une maison. Je lui laisse un dossier et le droit de décider quoi en faire. L'image a changé. Un scan électronique d'un document est apparu. Un plan de notre propriété estampillé en rouge, avec permis de démolition. Dominique a bondi. « C'est un faux. Éteignez ça maintenant. » Je n'ai pas regardé mon fils. Mon regard, entraîné à repérer la moindre incohérence dans des milliers de documents, est resté fixé sur l'écran. J'ai vu la date sur le plan. 3 mois auparavant. Le signataire était celui de Dominique. Il avait planifié la démolition alors que sa mère était encore vivante. Mais ce n'était pas la date qui a fait battre mon cœur un peu plus vite, puis se calmer dans un rythme froid et régulier. C'était le sceau circulaire, embossé qui validait le permis.
Il portait l'inscription « Commission d'urbanisme de Beaumont ». J'ai senti les coins de ma bouche se relever en un sourire. La commune de Beaumont avait été dissoute administrativement et annexée par le district central il y a 5 ans. Ce sceau était caduc. Le document était juridiquement nul et non avenu. Mon fils, le grand politicien, n'était pas seulement cruel. Il était stupide. Et dans mon monde, la stupidité est une condamnation. Une colère professionnelle, froide et pure, a commencé à monter en moi, écartant le chagrin. J'ai réalisé que la bataille ne faisait que commencer. « C'est un deepfake !» hurla Dominique, sa voix se brisant dans un registre aigu, brisant l'image du politicien posé qu'il avait cultivé pendant des années. « Arthur, vous êtes complice de ça? C'est une forgerie bon marché. Ma mère était hors d'elle dans ces derniers jours, sous morphine. » Il a parcouru la pièce, attrapant le dossier de la chaise, le bord de la table, comme si le sol s'effondrait sous lui. Chantal s'est figée, son visage rouge. La flûte de champagne dans sa main semblait ridicule, comme un jouet apporté à des funérailles. Je restais assis, sans bouger. Un changement s'était produit en moi, silencieux comme une clé tournant dans une serrure bien huilée. Mon fils n'était pas seulement cruel, il était juridiquement illettré. Il avait signé un document avec le sceau d'une autorité inexistante. Il avait planifié de détruire les preuves sans même vérifier leur validité légale. Pendant 40 ans, j'avais vu des hommes comme lui. Ils pensent que le pouvoir est un bouclier, oubliant que la loi est une épée. Et cette épée était maintenant dans ma main. Je me suis levé lentement. Le plancher a à peine grincé. Je savais comment me lever silencieusement pour ne pas interrompre un jury lors du prononcé d'une sentence. Un lourd silence est tombé sur l'étude. Dominique s'est arrêté au milieu de sa phrase, se tournant pour me faire face. Je n'ai pas vu de peur dans ses yeux, mais de la confusion. Le vieil homme sans défense semblait s'éloigner de moi. La combinaison du coffre-fort. Ma voix était uniforme, ferme. Ce n'était pas la voix d'un père. C'était la voix du greffier judiciaire renvoyant une requête pour défaut de compétence. « Tu n'as pas besoin de la combinaison, Dominique. » Il s'est arrêté, essayant de se ressaisir. « Papa, ne commence pas. Donne-moi la combinaison et on peut... »« Tu n'as pas besoin de la combinaison, » ai-je répété, faisant un pas vers lui. « Tu as besoin d'un mandat de perquisition et tu n'as pas de motif pour en obtenir un. » Je me suis tourné vers le notaire, qui m'observait avec un léger sourire. « Maître Arthur Dumont, je vous demande d'enregistrer officiellement que j'accepte pleinement les fonctions d'exécuteur testamentaire et d'administrateur de la succession de mon épouse défunte, y compris la gestion des archives. Veuillez envoyer une copie du procès-verbal à mon email dans l'heure. » Sans attendre de réponse, je suis sorti de l'étude. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement, avec un clic décisif. Le trajet de retour à la maison s'est passé dans un brouillard, mais mon esprit était clair, coupant toute émotion superflue. De retour à la propriété, je ne me suis pas soucié d'enlever mon manteau. Je suis passé devant le salon, où le parfum de Chantal flottait encore, et suis allé directement à la lourde porte en chêne de mon bureau au bout du couloir. J'ai tourné la poignée. L'air à l'intérieur était stagnant et sentait le vieux papier, l'huile de machine à écrire et l'encre, l'odeur de l'ordre. Autour des murs se trouvaient des rangées de classeurs en carton et d'étagères fermées à clé. Ici, dans ces boîtes de papier jaunissants, se trouvait la chronique de la vie de la ville. Litiges fonciers des années 90, privatisations illégales des années 2000, procès-verbaux de la commission d'aménagement urbain. Elisabeth collectait le renseignement. Je le systématisais. Elle était la chasseuse, j'étais le gardien. Je me suis assis à mon vieux bureau massif et j'ai allumé l'ordinateur. L'écran s'est illuminé, éclairant la pièce d'une lueur bleutée. Dominique pensait que j'étais une relique dépassée, technologiquement analphabète. Il avait oublié que j'étais celui qui avait mis en place le système de gestion électronique des documents au tribunal, alors qu'il séchait encore ses examens. Mes doigts se sont posés habituellement sur le clavier. Je me suis connecté au portail de justice électronique. Mon accès consultatif était toujours actif.
Les juges me demandèrent souvent de les aider à faire des extractions de dossiers complexes. Maintenant, je ne verrouillais pas seulement les portes de la maison. Je créais une forteresse juridique autour d'elle. J'ai cliqué sur le modèle pour une requête en référé d'urgence. Mes doigts ont volé sur les touches. Demandeur, Pierre Moreau, en qualité d'exécuteur testamentaire. Objet, interdiction de toutes actions d'éviction concernant la propriété. Motif, menace de perte de biens immobiliers hérités. J'ai cité l'article pertinent du Code civil, joint le scan du testament qu'Arthur m'avait déjà envoyé et ajouté un point sur le statut juridique contesté du permis de démolition. J'ai cliqué sur « Signer avec signature électronique ». Mon épée dans le monde numérique. Le système a hésité une seconde, puis a affiché une notification verte. Requête enregistrée. Numéro de dossier attribué. C'était tout. Dans 15 minutes, ce numéro apparaîtrait dans la base de données du conservateur des hypothèques. Toute tentative de vendre, hypothéquer ou détruire la maison serait automatiquement bloquée. Si Dominique se présentait avec une pelleteuse, il ne violerait pas seulement ma volonté, il violerait une ordonnance du tribunal. Ce n'était pas un scandale de famille, c'était un délit pénal. J'ai respiré et me suis adossé à ma chaise. Mes mains reposant sur le bureau étaient fermes. J'ai ressenti un calme étrange, comme si j'étais de retour au travail après de longues vacances. Maintenant, le coffre-fort. Il était caché derrière un faux panneau dans l'un des classeurs. Elisabeth ne faisait pas confiance à l'électronique pour ces choses. Bonne vieille serrure mécanique. J'ai composé la combinaison, la date de notre mariage et le numéro de l'article sur lequel nous avions gagné notre premier dossier ensemble. Clic. La lourde porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule chemise en carton noir, sans étiquette. Je l'ai sortie, sentant le poids du papier. J'ai ouvert la chemise. Le premier élément était un contrat, papier épais, filigrane, et un accord pour la vente du terrain et des structures. Acheteur, Champro Industries SARL. Vendeur, Dominique Moreau avec procuration. J'ai tourné la page, parcourant les clauses habituelles, cherchant le piège. Dominique voulait vendre le terrain pour une usine. Je le savais déjà. Mais pourquoi Elisabeth avait-elle dit que Dominique me piégeait? Puis, je l'ai vu. Annexe numéro 3 au contrat. Accord de cession et responsabilité opérationnelle. J'ai regardé le carton noir. Le froid que j'avais ressenti dans l'étude du notaire semblait être un léger frisson comparé à l'horreur glaciale qui m'a envahi maintenant. Selon cette clause, après la vente, le titre était transféré à la société. Mais l'utilisateur et la partie responsable de l'état du terrain et de la nappe phréatique pendant la période de préparation de construction étaient désignés comme l'occupant actuel. Moi. Dominique ne vendait pas seulement la maison. Il vendait la propriété comme site de décharge toxique. Mais le plus effrayant était ailleurs. Le contrat stipulait que toutes les amendes environnementales, coûts de remise en état et dépenses de nettoyage pour terrains contaminés, incomberaient entièrement à l'occupant responsable. Il savait que la société prévoyait de déverser ici, même avant la construction officielle. Et il avait structuré le contrat pour que lorsque l'agence de l'environnement ou le procureur arriverait et trouverait des toxines, le dossier pénal ne serait pas intenté contre le géant chimique ou contre lui, celui qui avait reçu l'argent. Il serait intenté contre moi. La chemise contenait un autre document. Projet épicentre. Une carte hydrogéologique du terrain. Des flèches rouges indiquaient que le déversement de l'usine future s'écoulerait directement dans la rivière municipale, empoisonnant l'approvisionnement en eau de la ville. Mon fils ne voulait pas seulement me déposséder. Il prévoyait de faire de moi le bouc émissaire d'une catastrophe environnementale pour couvrir son accord. Il était prêt à envoyer son propre père en prison fédérale juste pour acheter une place à l'Assemblée nationale. J'ai fermé la chemise. Le bruit de la couverture se refermant a été comme un coup de feu. J'ai posé ma paume sur le carton. Je n'étais plus un père, j'étais un procureur. Et un procureur n'a pas de sentiments familiaux. Un procureur n'a que des preuves.
Le bruit d'une voiture s'engageant dans l'allée a brisé ma transe. Le gravier a crissé agressivement sous les pneus. C'est ainsi que conduisent les gens qui pensent que la terre sous leurs pieds leur appartient. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai observé à travers les voilages le SUV noir de Dominique, suivi d'une berline cabossée avec un autocollant indiquant « Serrurier 24h24 » et une autre voiture, une berline dorée que je ne reconnaissais pas. Il venait plus tôt que prévu. Dominique, Chantal, un jeune homme avec une boîte à outils et un homme grand en costume rouge avec un dossier de cuir ouvert sous le bras. Un expert, ai-je réalisé. Un avocat. Dominique comptait m'intimider avec des termes que je connaissais mieux que la table de multiplication. Je ne suis pas descendu. Je suis resté dans mon bureau, regardant par la fenêtre comme un général sur une colline. Ils se sont approchés de la porte. Dominique a crié quelque chose au serrurier, pointant la porte. L'homme a hoché la tête, s'est éloigné et a sorti ses outils. Chantal se tenait prêt, tapant impatiemment du pied sur les vieilles dalles. Mais alors, le serrurier s'est figé. Il a reculé lentement et a pointé la feuille de papier que j'avais affichée sur la porte 20 minutes auparavant. Une feuille format A4, placée dans une pochette plastique pour la protéger de l'humidité. Dominique a arraché la pochette et a rapproché le papier de ses yeux. J'ai vu son cou se tendre. Il a poussé le document sous le nez de l'homme au costume rouge. L'homme a examiné le texte et j'ai vu son expression passer d'arrogante à inquiète, presque effrayée. Il a dit quelque chose à Dominique, secouant la tête. Dominique a crié, gesticulant furieusement, mais l'avocat a reculé, comme s'il avait peur de toucher la porte. Je savais ce que le papier disait. C'était une copie de la notification du tribunal avec le tampon d'acceptation électronique, l'ordonnance de saisie conservatoire sur la propriété, le numéro de dossier, l'objet de la procédure successorale et un petit post-scriptum que j'avais ajouté, citant l'article du Code pénal sur l'intrusion et la violation d'une ordonnance judiciaire. Le serrurier, entendant des bribes de conversation, a rangé ses outils dans sa mallette, a dit quelque chose comme « je ne joue pas à ces jeux » et est reparti vers son véhicule. Chantal l'a appelé, mais il n'a pas regardé en arrière. Dominique est resté planté sur le perron, serrant ma feuille de papier. Puis il a regardé directement vers la fenêtre de mon bureau. Nos yeux se sont rencontrés, bien qu'il ne puisse pas me voir derrière les voilages. Il savait que j'étais là. 1 minute plus tard, mon portable a sonné. « Ouvre, papa, on doit parler. » Je suis descendu, j'ai ouvert la porte, mais je ne suis pas sorti, bloquant l'entrée avec mon corps. « Vous n'entrerez pas dans la maison, » ai-je dit calmement. Conformément à l'ordonnance du tribunal, l'accès au tiers est restreint jusqu'à ce que l'inventaire soit achevé. « Tiers !» Chantal a soufflé, indignée. « Je suis la femme de votre fils. Légalement, dans le cadre de la procédure successorale, vous êtes un tiers sans droit sur le bien contesté, ai-je dit calmement. Et vous, Dominique, êtes une partie intéressée. » L'homme en costume rouge a toussé discrètement. « Dominique Moreau, votre père, il a formellement raison. Si nous forçons l'entrée maintenant, ce sera considéré comme une violation de l'ordonnance du tribunal. C'est un délit, au minimum. Compte tenu de votre statut... » Dominique a grincé des dents. Il a fait signe à Chantal et à l'avocat de retourner à la voiture. « Papa ?» Il a changé de ton. Maintenant, les notes chaleureuses qu'il utilisait pour charmer les électeurs lors des manifestations sont revenues dans sa voix. Il s'est approché, essayant de prendre ma main. Je ne l'ai pas retirée, mais ma paume est restée froide et inerte. « Écoute, » a-t-il commencé, « je comprends que tu es contrarié. Maman vient de mourir, tu es dans le chagrin. » Article L. 123-9 du Code de l'urbanisme. L'ai-je interrompu. Toute transaction immobilière dans une zone de protection des eaux nécessite une attestation du conservatoire. Sans vérification du cadastre, toute affaire impliquant une propriété dans une zone d'eau protégée est nulle. Et notre parcelle se trouve précisément dans une telle zone. Le sourire a disparu de son visage. « Tu me fais chanter ?» s'est-il écrié. « J'ai déjà pris l'argent. Tu comprends ? L'avance a été dépensée. Je dois conclure l'affaire cette semaine. Sinon, les investisseurs, ce ne sont pas des gens avec qui on plaisante. Et moi, je le suis, ai-je demandé doucement.
Dominique a reculé, comme si je l'avais giflé. Quelque chose de nouveau a brillé dans ses yeux, pas de la honte, mais de la peur. La vraie peur brute d'un animal acculé. Il a réalisé que je ne faisais pas seulement de l'obstruction. Je savais. « Tu vas le regretter », a-t-il craché, reculant. « Tu penses que tes livres vont te sauver? J'ai des ressources dont tu n'as jamais entendu parler. On va tout couper, électricité, eau, gaz. Tu vas revenir en rampant. » Il est reparti vers la voiture. Chantal était déjà à l'intérieur, tapant furieusement sur son téléphone. L'avocat en costume rouge s'est écarté pour ouvrir la portière de Dominique. Et à ce moment-là, alors qu'il se tournait, son veston s'est ouvert. Et j'ai vu sa plaque d'avocat, AZ577MP. Ma mémoire professionnelle, qui avait retenu des milliers de numéros de dossiers et de noms, a cliqué, donnant le résultat. J'avais vu ce numéro dans des résumés de dossiers il y a 5 ans. L'affaire de fraude au logement des vétérans. Un avocat radié, condamné pour avoir falsifié des procurations. « Dominique !» ai-je appelé. Il s'est retourné, tenant déjà la portière. « Quoi encore ?»« Ton avocat. » J'ai pointé l'homme en costume rouge. « Dis-lui que s'il se présente à ma porte une fois de plus, j'enverrai au barreau de Paris une demande de renseignement sur son statut et une copie du dossier de condamnation d'il y a 5 ans. Je doute que sa mise à l'épreuve soit déjà terminée. » L'homme en rouge s'est figé. Il a tourné lentement la tête vers moi et son visage est devenu de la couleur du bitume sur lequel il se tenait. Il a murmuré quelque chose rapidement à Dominique et est monté dans la voiture. Dominique m'a regardé avec une rage pure, mais n'a rien dit. La portière a claqué, le moteur a rugi et le convoi est parti, soulevant un nuage de poussière. Je suis resté debout sur le perron. Ma petite victoire avait un goût doux amer. Dominique était désespéré. Il utilisait un escroc radié, parce qu'aucun avocat honnête ne toucherait une affaire aussi sale. Cela signifiait que tous les documents que cet homme avait préparés étaient juridiquement vulnérables. Mon fils n'était pas seulement désespéré, il était en panique, et la panique fait commettre des erreurs. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre et de les enregistrer. Je suis retourné dans la maison et j'ai verrouillé tous les verrous. Mais maintenant je savais qu'il reviendrait, et la prochaine fois, il ne viendrait pas avec des papiers. Dominique avait mentionné des investisseurs, ceux avec qui on ne plaisante pas. Je suis allé dans mon bureau, j'avais besoin d'en savoir plus. Qu'était Champro Industries SARL? Qui était derrière eux et pourquoi étaient-ils si pressés? Je me suis assis à l'ordinateur. Ma journée de travail ne faisait que commencer. Le curseur clignotait dans la barre vide comme un battement de cœur. Je n'ai pas tapé le nom de la société dans un moteur de recherche ordinaire. Là, je ne trouverais qu'un joli site web avec des photos d'employés heureux et des champs verts. Non, j'avais besoin de la vérité, et la vérité ne se cache pas dans les publicités. Elle se cache dans les archives judiciaires. J'ai ouvert ma base de données juridique et entré Champro Industries SARL dans la barre de recherche. Le système a réfléchi un instant, parcourant des gigaoctets de données. Résultat, 412 documents trouvés. J'ai cliqué sur le filtre « Affaires civiles ». La liste était interminable. Plaintes pour dommages à la santé, violations environnementales, une action collective des habitants du village de Riverside. Mais presque partout, la note indiquait « Procédure terminée par accord » ou « Dossier clos, documents scellés sur requête de la défense, confidentialité commerciale ». Ils avaient acheté leur chemin, payé des sommes à des victimes, fait taire des officiels et continué d'empoisonner la terre. Mais je connaissais une faille. Les affaires administratives, contrairement aux affaires civiles, restent dans le domaine public plus longtemps et sont plus difficiles à effacer de la base de données, surtout si on connaît le numéro de protocole initial. J'ai commencé à creuser plus profondément, utilisant des filtres de date et de région. 1 heure, 2 heures. Mes yeux se fatiguaient, ma jambe me faisait mal, mais je ne me suis pas arrêté. Finalement, j'ai trouvé un jugement de tribunal administratif d'il y a 5 ans. Une petite amende pour violation des règlements de déversement de déchets dangereux de classe 1. En annexe se trouvait une liste de produits chimiques. Mercure,
cadmium, phénol. J'ai croisé cette liste avec la carte du projet épicentre du coffre-fort d'Elisabeth. Tout correspondait. Il ne construisait pas seulement une usine, il cherchait un endroit bon marché pour cacher ce qui ne pouvait pas être traité. Et notre propriété, avec ses anciennes carrières souterraines, était parfaite pour enfouir le poison profondément dans le sous-sol. Sauf que ces carrières étaient connectées à la nappe phréatique municipale. Si Dominique vendait la maison, dans un an, la moitié de la ville boirait de l'eau qui goûtait le phénol. Et selon les documents, je serais la personne à blâmer. Soudain, l'écran de l'ordinateur est devenu noir. Le bourdonnement de la tour a cessé. La lampe de bureau a clignoté et est morte. L'obscurité et le silence ont enveloppé la maison, brisée seulement par le bruit de la pluie sur le toit. J'ai tourné l'interrupteur. Rien. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières des voisins étaient allumées. Ce n'était pas une panne générale. J'ai sorti mon portable. Un message d'un numéro inconnu est apparu sur l'écran. Incident technique. L'équipe sortira dans 3 jours. Ou signez les documents et l'électricité reviendra dans 5 minutes. Dominique. Il était passé des menaces à l'action. Il pensait que le vieil homme serait effrayé par le noir. Que sans électricité ni chauffage, je me rendrais. Il avait oublié que j'avais survécu aux années 90, quand les coupures de courant étaient la norme, et que nous rédigions des jugements au tribunal à la lueur des bougies. J'ai trouvé la lampe torche dans mon placard. Le faisceau a tranché l'obscurité, illuminant les rangées de codes juridiques. Je suis allé à l'étagère où les anciens bulletins municipaux étaient conservés. 1982. Résolution du conseil municipal numéro 45B. Je l'ai trouvé. Une page jaunie par l'âge sur le statut des bâtiments, contenant des archives d'importance nationale. À cette époque, ma maison, alors propriété de la ville, était un dépôt temporaire pour les archives du greffe municipal, et ce statut n'avait jamais été officiellement révoqué. Selon l'article 4, déconnecter l'alimentation électrique de ces bâtiments sans l'approbation écrite du procureur de district était interdit. J'ai composé la ligne d'urgence. « Allô, services municipaux ?» La jeune femme de l'autre côté semblait fatiguée. « Ici, Pierre Moreau, 425 avenue Montaigne. Mon électricité a été coupée. Avez-vous une panne dans le secteur ou est-ce une coupure ciblée? Veuillez patienter. Monsieur, notez ce numéro. Je l'ai coupé avec mon ton de greffier, celui qui faisait frissonner les avocats. Résolution du conseil municipal du 12 mars 1982, numéro 45B, Code pénal, article 215.1, cessation ou restriction de fourniture électrique. Votre superviseur, Monsieur Johnson, sait-il que couper le courant d'une installation avec statut d'archive spéciale entraîne jusqu'à 5 ans de prison? Le silence est tombé sur le combiné. « Quel genre d'archive ?» demanda la fille, frustrée. « Archive judiciaire, ai-je répondu. Vous avez exactement 1 heure pour établir le service. Sinon, dans 1 heure et 1 minute, j'appelle le procureur et je dicte une plainte pénale, et je vous nommerai comme complice. Le chronomètre commence maintenant. » J'ai raccroché. 40 minutes plus tard, l'ampoule au-dessus de l'escalier a clignoté et s'est allumée avec une lumière jaune. L'ordinateur a bipé, se chargeant. Dominique pensait qu'il gouvernait la ville, mais la ville était régie par des lois, et je les connaissais mieux que quiconque. Mais je savais que ce n'était qu'une victoire temporaire. Je suis allé à la cuisine faire du thé. Mes mains tremblaient légèrement, non par peur, mais à cause de la montée d'adrénaline. Puis, un coup doux à la porte. Pas le coup agressif du jour, mais un coup timide, presque inaudible. Je me suis approché de la porte sans l'ouvrir. « Qui est là? Pierre Moreau? C'est Kendra, l'assistante de Chantal. » J'ai froncé les sourcils. La fille qui courait toujours derrière ma belle-fille, avec des piles de sacs shopping, ses yeux perpétuellement rouges par manque de sommeil et de larmes. Pourquoi était-elle ici? Une menace? « Je suis seule, » dit-elle à travers la porte. « S'il vous plaît, c'est important. » J'ai ouvert la porte, gardant la chaîne de sécurité attachée. Kendra se tenait sur le perron, trempée par la pluie, dans un manteau fin. Elle pleurait. Dans ses mains, elle tenait une petite clé USB.
Prenez ça. Elle a poussé la clé à travers l'espace. Chantal, elle est furieuse maintenant. Elle et Dominique pensent que vous dormez ou que vous êtes sans électricité. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, prenant le plastique froid. Il falsifie votre signature, dit rapidement la fille, regardant la rue sombre. Maintenant, Dominique a trouvé un graveur. Ils font un fac-similé. Ils veulent déposer une demande de donation, affirmant que vous l'avez signée il y a une semaine, avant la mort d'Elisabeth, pour contourner votre contestation. J'ai regardé cette fille effrayée et me suis vu il y a 40 ans. Également naïf, croyant en la justice, mais blessé par le pouvoir des puissants. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je demandé. Kendra a souri amèrement. « Chantal m'a viré aujourd'hui. Elle a dit que j'avais acheté le mauvais champagne et m'a jeté une chaussure. » Elle a souri tristement. « Je vous ai entendu leur parler cet après-midi. Vous êtes le seul dont ils ont peur. S'il vous plaît, faites-les payer. » Elle s'est retournée et est partie, disparaissant dans l'obscurité. J'ai fermé la porte, serrant la clé USB. Falsification d'une signature, utilisation d'un fac-similé sur des documents transférant le titre de propriété immobilière. Ce n'était pas seulement de la fraude, c'était un crime grave, un délit pénal, jusqu'à 10 ans. Je suis retourné à l'ordinateur et j'ai inséré la clé USB. Le dossier était étiqueté « Acte scanné ». J'ai ouvert le fichier. C'était un scan de l'acte de donation. La date était une semaine auparavant. La signature ressemblait à la mienne. Beaucoup. Le graveur avait fait du bon travail, mais ils avaient commis une erreur fatale, stupide, que seul un professionnel pourrait remarquer. J'ai zoomé sur l'image. La couleur de l'encre. Ils avaient utilisé un stylo à encre gel noir. Mais il y a une semaine, le jour où ils ont daté l'acte, j'étais à l'hôpital avec Elisabeth et j'ai signé le formulaire de consentement médical pour un TIV avec un stylo à bille bleu. Uniquement bleu, parce que dans les agences gouvernementales et les études notariales, la documentation stricte doit être signée avec de l'encre bleue pour distinguer l'original d'une copie. Cette règle est gravée dans mon cerveau. Je n'apporte jamais de stylo à encre gel noir. Si je pouvais trouver une copie de ce consentement médical avec la date et l'heure, j'aurais une preuve irréfutable qu'au moment de la prétendue signature, je ne pouvais physiquement pas avoir utilisé un stylo à encre gel noir étant à l'hôpital. Mais le temps était court. Il prévoyait d'enregistrer cet acte demain matin, dès l'ouverture du bureau du conservateur, en utilisant leur connexion pour l'accélérer. Je devais agir de manière préventive, et un plan a commencé à se former. Un plan qui nécessitait non seulement la connaissance de la loi, mais des compétences d'acteur. Demain matin, j'irai vers eux seul, non pour me rendre, mais pour tendre le piège. Je n'ai pas dormi de la nuit, non par peur, mais par concentration. Je me suis assis à mon bureau, arrangeant les documents devant moi comme un jeu de solitaire. Une copie du consentement médical que j'ai obtenu via le système de dossier électronique de l'hôpital était posée à côté de l'acte falsifié du lecteur flash de Kendra. La différence était évidente, même pour un œil non entraîné. Mais pour le tribunal, j'avais besoin de plus que juste la couleur de l'encre. J'avais besoin de leur panique. Le matin était gris et humide. L'horloge affichait 9 heures. Les 24 heures que Chantal m'avait données avaient expiré. Je savais qu'ils allaient venir, et ils ne m'ont pas déçu. Le bruit des pneus, le claquement des portières. Cette fois, il n'y avait pas de serrurier ou d'avocat, juste Dominique et Chantal. Ils ont fait irruption dans la propriété sans même essayer de sonner. Chantal a ramassé un morceau de pierre pavée et l'a jeté à travers la fenêtre du salon. Le fracas du verre a résonné comme un signal d'attaque. « Sors, vieux fou !» hurlait-elle. Son visage, normalement lissé, était déformé par la rage. « Le temps est écoulé, on a les documents, la maison est à nous !» Dominique se tenait un peu en retrait, respirant fortement. Il semblait hagard, ses cheveux en désordre. « Papa ne rend pas ça plus difficile, » dit-il fermement. « La police est en route. Ils vont te faire sortir d'ici, en garde à vue,
pour rétention illégale de propriété privée. Je suis descendu lentement derrière les voilages. Je portais le costume gris que j'avais porté pour aller travailler ces 5 dernières années. Dans ma main, je tenais une chemise. « Vous violez la paix », ai-je dit calmement, regardant Chantal lever le bras pour un second coup. « Code pénal, article 20.1, conduite désordonnée. »« Je me fiche de vos statuts », cria-t-elle. « On vient du conservatoire. L'acte est enregistré. On a l'acte de donation avec votre signature. Vous n'êtes plus personne ici. » Dominique a souri. « Un acte de donation ?» ai-je répété. « L'acte où ma signature a été faite avec un stylo à encre gel noir ?» Dominique s'est figé. « Comment tu... » « Et la date est le 15, ai-je continué, ne lui laissant pas le temps de se ressaisir. « Ce jour-là, Dominique, j'étais en soins intensifs avec ta mère, signant un formulaire de consentement médical avec un stylo à bille bleue. Les caméras de l'hôpital enregistrent 24h24. Un expert en médecine légale prouvera la falsification en un jour. Et alors, ce n'est plus un litige civil, mon fils. C'est un crime. Falsification de documents dans le but de vol de propriété. » Chantal s'est figée, son bras retombant avec la pierre. Mais ce n'est pas tout. Je me suis tourné vers ma belle-fille. « Chantal, tu étais tellement excitée d'avoir cette maison. As-tu lu le contrat que ton mari a signé avec Champro Industries SARL ?»« Quel Champro ?» Elle s'est figée, confuse, regardant entre moi et son mari. Dominique a pâli. « Dominique ne t'a pas dit ?» Et j'ai faim, la surprise sincère. Il a vendu le terrain pour une installation de stockage de déchets toxiques. Mais la partie la plus intéressante est la clause de responsabilité. J'ai ouvert la chemise et sorti une copie de l'annexe numéro 3. Lis ça, Chantal. Clause 4.2. En cas d'échec à recouvrer des dommages auprès de l'occupant principal responsable, c'est-à-dire moi, la responsabilité subsidiaire sera supportée par le conjoint en tant que bénéficiaire qui a fourni un conseil notarial pour la transaction. Tu as conseillé la vente, n'est-ce pas ? Chantal a arraché le papier de mes mains. Ses yeux ont parcouru les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa voix tremblait. Ah, ça veut dire, ai-je expliqué d'un ton froid, que quand l'agence de l'environnement trouvera le phénol ici et demandera une remise en état de quelques 100 millions d'euros, ils ne prendront pas seulement le cabinet de Dominique. Ils prendront ton salon de beauté, ta voiture, tes vêtements et même ce condo que tu as acheté en Espagne. Tu seras en faillite, Chantal, et tu feras face à des poursuites en tant que complice d'un crime environnemental. Chantal a levé lentement ses yeux vers son mari. Ils étaient remplis d'une terreur qui se transformait en rage. « Toi, tu as dit que c'était juste vendre le terrain pour des maisons de ville, » siffla-t-elle. « Tu m'as menti. »« Chantal, attends, elle ment !» cria Dominique, essayant d'attraper son bras. « Mentir !» ai-je crié. « Appelle ton avocat, celui avec la licence falsifiée. Demande-lui quelle est la responsabilité subsidiaire dans une affaire environnementale. » L'alliance s'est effondrée sous mes yeux. Chantal a repoussé Dominique. « Yadio !» hurla-t-elle. « Tu vas nous ruiner tous !» Elle s'est retournée et a regardé la maison. Une pensée folle est apparue dans ses yeux. « Les documents !» siffla-t-elle. « S'il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'affaire. »« Chantal, qu'est-ce que tu fais ?» cria Dominique alors qu'elle courait vers la voiture et sortait un bidon d'essence rouge du coffre. « On va brûler cet endroit !» hurla-t-elle, ouvrant le bouchon. « On dira que c'était un incendie accidentel. L'assurance couvrira tout et il n'y aura pas de médecine légale, pas d'encre, pas de signature. »« Arrête !» Dominique a essayé de l'attraper, mais elle a aspergé l'essence directement sur le perron. L'odeur âcre du carburant m'a frappé la bouche, se mélangeant à l'odeur de la terre mouillée. Je suis resté immobile. À l'intérieur, tout hurlait, mais je savais que je ne pouvais pas les arrêter physiquement. J'étais un vieil homme, contre 2 personnes menacées par la peur et la haine. Mais j'avais une arme plus puissante que la force. J'ai senti mon portable vibrer dans ma poche. Je n'étais pas un signal de la police ou des pompiers. J'ai calmement sorti le téléphone, appuyé sur un bouton et l'ai porté à mon oreille.
Maître Arthur Dumont, ai-je dit assez fort pour qu'ils entendent, lancez le protocole 7. Dominique s'est figé. Quoi? Quel protocole? J'ai regardé vers lui avec pitié. Tu pensais que j'allais juste rester assise ici et attendre que tu me tues? Le protocole 7 était un terme de notre ancienne pratique de travail, sécurisant les preuves en temps réel. J'ai tourné l'écran du portable vers eux. L'affichage montrait une connexion vidéo. Étude notariale départementale et enregistrement en cours. Connexion aux enquêtes spéciales. Détective établi. En ce moment, ai-je dit, regardant la caméra, vous tentez de détruire une propriété privée par des moyens dangereux. Code pénal. Article 167.2. Incendie criminel jusqu'à 5 ans. Plus tentative de meurtre. Comme vous le savez, je suis dans la maison. Chantal, le bidon dans la main, s'est figée comme une statue de sel. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué. Dominique, tu devais parler à l'hôtel de ville aujourd'hui, à la conférence environnementale, n'est-ce pas? Il est resté silencieux, regardant le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent. Je n'ai pas seulement appelé un détective, lui ai-je dit doucement. J'ai redirigé le signal. En ce moment, Dominique, tu es en direct, mais pas sur l'Instagram de ta femme. Où? A-t-il chuchoté. Sur le grand écran de l'auditorium de l'hôtel de ville, ai-je répondu. Le maire, la presse et tes concurrents sont assis là en ce moment. Ils attendent ta conférence sur une ville propre, et ils te regardent avec un bidon d'essence et ta femme avec un briquet. Dans le silence installé dans le jardin, j'ai entendu les voix distantes, déformées, venant de mon téléphone. C'était le bruit du public à la conférence environnementale. Chantal a laissé tomber le bidon. Il est tombé dans la flaque d'essence, mais, Dieu merci, il ne s'est pas enflammé. Le feu ne s'est pas allumé, mais quelque chose d'autre s'est allumé. La réalisation dans les yeux de mon fils, la compréhension que sa carrière, sa réputation, sa vie venaient de basculer. Et pour cela, je n'avais eu besoin d'aucune allumette. Dominique est tombé à genoux directement dans la flaque. Son costume coûteux a été immédiatement trempé, mais il ne l'a même pas remarqué. Il regardait mon téléphone, où la petite fenêtre montrait la salle municipale bondée. Les gens à l'arrière-plan se levaient. Quelqu'un filmait le grand écran, qui diffusait notre scène, avec leur téléphone. Le murmure du public a grandi, devenant une tempête. « Éteignez-le » a-t-il crié, tendant ses mains tremblantes vers moi. « Papa, s'il te plaît, éteins-le, je vais tout rendre. La maison, le terrain, tout, juste éteins-le. » Chantal se tenait les mains pressées sur sa bouche, les yeux écarquillés de terreur. Elle a lentement reculé vers la voiture, espérant que si elle sortait du cadre, elle disparaîtrait de la réalité. Je n'ai pas éteint le téléphone. Je l'ai tenu calmement, de la même manière que je tenais un verdict lors d'un procès. « Tu ne comprends pas, Dominique, » j'ai dit. Et ma voix, amplifiée par les haut-parleurs dans l'auditorium municipal, a résonné comme une cloche. Ce n'est pas une négociation, c'est un verdict. J'ai fait un pas vers lui. L'odeur d'essence flottait encore dans l'air, se mélangeant à l'odeur de sa peur. Tu étais prêt à brûler la maison que ta mère a construite. Tu étais prêt à empoisonner la ville où tu as grandi. Et pourquoi? Pour de l'argent que tu avais déjà en suffisance. J'ai dû, a-t-il soudain hurlé, se dissolvant en hystérie. Les larmes coulaient sur son visage, se mélangeant à la sueur. Il m'aurait tué. Les investisseurs ne sont pas juste des affaires, papa. Ce sont des gangsters. J'ai pris leur argent pour ce projet. Et si je ne leur donne pas le terrain? Il sanglotait, cachant son visage dans ses mains. Un homme désespéré, pas un politicien ou un magnate, mais un garçon effrayé qui s'est retrouvé piégé à jouer à des jeux d'adultes. Les gangsters ne font peur qu'à ceux qui vivent hors la loi, ai-je répondu. Et moi, je vis par la loi. Et maintenant, mon fils, toi aussi tu vas le faire. J'ai tourné la caméra vers moi-même. Distingué procureur de la République, ai-je présenté à la partie invisible de l'autre côté de la ligne. Moi, Pierre Moreau,
Je rapporte officiellement une tentative d'incendie criminel et une menace de meurtre. Tous les présents dans l'auditorium sont témoins. Veuillez considérer cet enregistrement vidéo comme preuve officielle et également mettre en dossier les documents relatifs à l'accord foncier illégal et à la menace environnementale, dont les copies ont déjà été envoyées à votre serveur. Une voix, stricte et autoritaire, est venue par le haut-parleur. Je l'ai reconnu. C'était le procureur lui-même, que je savais assister à la réunion. La déclaration est acceptée, Pierre Moreau. La police et une équipe d'analyse sont en route. Personne ne doit quitter la scène. Dominique a levé les yeux. La dernière lueur d'espoir est morte dans ses yeux. Il a réalisé que c'était la fin. Pas juste un scandale, c'était l'arrestation. Chantal, entendant parler de police, a crié et a couru vers la voiture. « Je n'avais rien à voir avec ça !» a-t-elle hurlé, tapant sur la portière. « C'était lui, il m'a forcé, je ne suis qu'une épouse. » Elle a sauté derrière le volant, a démarré le moteur. Le SUV noir a rugi. « Chantal, arrête !» cria Dominique, essayant de se lever, mais ses pieds ont glissé sur la terre mouillée. La voiture a démarré en trombe, projetant des gravillons. Elle a foncé vers le portail, écrasant les plates-bandes de pivoine qu'Elisabeth avait tant aimées. Mais je n'ai pas bougé. Je savais quelque chose qu'elle ne savait pas. La voiture a parcouru environ 20 mètres. Puis, comme si elle avait heurté un mur invisible, a brutalement ralenti et s'est arrêtée. Chantal a tourné l'allumage, a frappé le volant, mais le moteur restait silencieux. J'ai marché lentement vers la voiture immobilisée. Chantal se débattait à l'intérieur, comme un oiseau en cage, tapant sur les portières verrouillées. « Électronique !» ai-je dit calmement, la regardant à travers la vitre. Les voitures modernes sont si vulnérables. Dominique s'est finalement relevé et a titubé vers moi. « Qu'as-tu fait » demanda-t-il d'une voix morne. « Hier » ai-je répondu, sans le regarder. « Quand j'ai déposé la requête en référé, j'ai inclus cette voiture dans l'inventaire de la propriété. Elle est enregistrée à ton nom, Dominique, ce qui signifie qu'elle est sujette à saisie jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. » J'ai sorti le second téléphone, le vieux téléphone d'Elisabeth. Je l'ai également appelé la compagnie d'assurance. Je les ai informés que la voiture était à risque de destruction et était utilisée pour commettre un crime. Ils ont une fonction pour désactiver les moteurs à distance par satellite. Je leur ai simplement demandé de l'activer. Dominique m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. « Tu as tout calculé ?»« Non. » J'ai hoché la tête. J'ai juste lu le contrat d'assurance. Clause 8.4. Le droit de l'assureur à l'arrêt forcé du moteur en cas de menace de perte. Tu n'as jamais lu les petits caractères, mon fils. C'est ta chute. Le bruit des sirènes s'est amplifié au loin. Des lumières bleues et rouges ont percé à travers les arbres. Chantal, dans la voiture, a arrêté de se débattre et s'est juste assise là, couvrant son visage de ses mains. Dominique s'est effondré. « Pourquoi, papa ?» demanda-t-il doucement. « Tu aurais pu juste nous donner la maison. On t'aurait donné de l'argent. Tu aurais pu vivre confortablement. Pourquoi nous as-tu détruits ?» Je l'ai regardé. Il n'y avait pas de triomphe dans mes yeux, juste de l'épuisement et une profonde tristesse ancestrale. « Je ne t'ai pas détruit, Dominique. Je t'ai sauvé de toi-même, de ce que tu es devenu. L'argent, le pouvoir, ils ont dévoré ton âme. Peut-être que là où tu vas, tu auras le temps de réfléchir et de te souvenir que tu es le fils d'Elisabeth et Pierre Moreau, des gens qui servaient la loi, ne la vendaient pas. Les voitures de police sont entrées dans le jardin. Des hommes en uniforme se sont déployés. J'ai vu un visage familier, Capitaine Hayes, le commandant du commissariat. Il y a 20 ans, je lui avais enseigné, alors jeune officier, comment rédiger correctement un rapport de scène de crime. Il s'est approché de moi, retirant sa casquette. Pierre Moreau. Il a hoché la tête respectueusement avec une trace d'embarras. Nous avons reçu le signal. Tout est enregistré. Je lui ai tendu le téléphone avec l'enregistrement. Tentative d'incendie criminel, menace, preuve physique, le bidon d'essence et l'allumette dans la poche. Veuillez procéder à l'arrestation conformément à toutes les réglementations. Et aimablement, j'ai hoché la tête vers Dominique,
Lisez-leur leurs droits, Miranda, clairement et distinctement, pour qu'il n'y ait pas de plainte procédurale après. Hayes a hoché la tête et s'est tourné vers ses hommes. Tentative d'incendie criminel. Sécurisez la scène. Prenez les témoignages. Je suis passé devant le vieux pommier. J'ai regardé les menottes se fermer sur les poignets de mon fils. J'ai vu Chantal en larmes être sortie de la voiture. Mais ce n'était pas encore fini. Il y avait un dernier mouvement, le plus dévastateur. Celui qui détruirait non seulement leur liberté, mais la base de leur cupidité. L'enquêteur du procureur, un jeune homme avec des lunettes, s'est approché de moi. « Pierre Moreau, nous devons saisir les documents liés à la propriété pour le dossier. »« Bien sûr, » ai-je dit, « mais il y a un changement. » J'ai ouvert ma chemise et sorti une vieille feuille de parchemin. Ce n'était pas une copie, c'était l'original. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'enquêteur. « Ceci, jeune homme, » ai-je dit, dépliant le papier, est l'acte de concession de 1898, le document original pour le terrain sur lequel cette maison est située. Mon arrière-grand-père a acheté ce terrain de la société municipale. Dominique, étant conduit vers la voiture de police, a entendu cela et s'est retourné. « Quelle différence ça fait ?» a-t-il crié. « Le terrain est toujours à moi, selon le testament. »« Non, Dominique, » ai-je dit, « ce n'est ni à toi, ni à moi. » J'ai pointé une ligne écrite en encre fanée, mais encore lisible. Il y a des conditions ici, ce qu'on appelle un intérêt réversif. Le terrain a été transféré à la propriété privée à condition qu'il soit utilisé exclusivement pour la résidence, le jardinage et le bien public. En cas d'usage industriel ou autre usage commercial affectant le public, le titre de propriété est automatiquement annulé et le terrain revient à la ville sans compensation. J'ai regardé mon fils. En signant le contrat avec la société chimique, Dominique, tu as officiellement confirmé l'intention d'utiliser le terrain à des fins industrielles. Tu as activé cette clause de tes propres mains. Depuis le moment où tu as signé ce contrat, ce terrain n'appartient plus à la famille Moreau. Il appartient à la ville. Dominique a pâli. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. « Tu as vendu quelque chose qui n'était déjà plus à toi, mon fils, » ai-je conclu. « Tu n'es pas qu'un escroc. Tu es en faillite. Et Chempro Industries SARL va maintenant poursuivre la municipalité, qui reprendra volontiers cette parcelle pour un parc public pour couvrir le scandale. » Dominique a été poussé dans la voiture. La portière a claqué, le coupant de moi, de la maison, du passé. Je suis resté dans le jardin. La pluie avait cessé. Les nuages se sont séparés et un pâle rayon de soleil est apparu. J'ai respiré l'air. Il sentait la terre mouillée, les pommes et la liberté. Ah, froide, lourde, mais la liberté néanmoins. La vitre de la voiture de police s'est baissée et le visage tordu de Dominique s'est penché. « C'est un deepfake !» a-t-il hurlé, sa voix se cassant dans un registre aigu, brisant l'image du politique posé qu'il avait cultivé pendant des années. « Vous avez tout monté, la vidéo est fausse, ce papier est un faux, je sais comment ça marche. »« Capitaine, arrêtez-le, il a mené une enquête illégale. Code pénal 137, violation de la vie privée. » Le capitaine Hayes, debout à mes côtés, s'est frotté l'arête du nez. « Dominique Moreau, » lui dit-il calmement. « Calmez-vous. »« Je ne vais pas me calmer, » hurla mon fils, de la mousse apparaissant au coin de sa bouche. « Elle m'a filmé avec une caméra cachée. C'est une preuve obtenue illégalement. Elle n'a aucun pouvoir au tribunal. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter sur la base d'un faux. » Je l'ai regardé avec une pitié froide. Même maintenant, en menottes, il essayait d'utiliser des bribes de connaissances juridiques pour se défendre, mais il avait encore oublié à qui il avait affaire. « La vie privée, Dominique, » lui ai-je dit, m'approchant de la voiture, « se termine là où commence la commission d'un crime. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un enregistrement vidéo réalisé pour documenter des actes illégaux et défendre ses droits n'est pas une violation de la vie privée. » Je me suis tourné vers le capitaine. « Capitaine Hayes, le compartiment du coffre de la défense contient une chemise de documents, le contrat avec Chempro Industries SARL.
Je crois que ce sont des motifs suffisants pour ouvrir une affaire d'escroquerie car il a vendu un terrain municipal en prétendant qu'il était le sien. Ace a hoché la tête à l'un des officiers. L'officier a ouvert la portière de la voiture de Dominique, s'est penché vers le coffre et est réapparu une seconde plus tard avec une chemise en cuir. « Je l'ai, capitaine !» Dominique est devenu livide. Il savait que la dernière carte avait été jouée. Mais alors un cri a surgi de l'autre voiture de police où Chantal était assise. La portière s'est ouverte et ma belle-fille, décoiffée, avec du mascara coulant, s'est libérée du jeune officier. « Laissez-moi partir !» m'a-t-elle hurlé. « Je n'ai rien signé, je ne sais rien, je suis une victime !» Elle a couru vers moi, tombant à genoux, étendant ses vêtements coûteux. « Pierre Moreau, papa !» a-t-elle crié, agrippant le bas de ma veste. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas, il m'a forcé. Il a dit qu'il me laisserait sans un sou si je ne l'aidais pas. Je voulais juste sauver ma famille. » Je l'ai regardée. Une femme qui, 1 heure auparavant, m'avait traité de vieille relique et avait prévu de brûler ma maison. Elle était pathétique et répugnante dans sa trahison, mais il y avait une vérité dans ses paroles. Un témoignage d'épouse était le dernier clou dans le cercueil de Dominique. « Capitaine !» ai-je dit, retirant ses mains de ma veste. « La citoyenne exprime le désir de coopérer avec l'enquête. Je crois qu'elle devrait se voir accorder cette opportunité, en vertu de l'article 61, comme circonstance atténuante. » Ace a hoché la tête. « Emmenez-la !» a-t-il ordonné. Chantal a été relevée du sol et ramenée vers la voiture. Elle n'a plus résisté, juste sangloté et murmuré quelque chose à propos d'un avocat. Dominique a regardé ça à travers la vitre. Sa femme l'avait trahi aussi facilement qu'il m'avait trahi. Le cercle était complet. Le convoi de police est parti. Les voitures, leurs lumières clignotant, ont lentement descendu l'allée. Je suis resté dans le jardin, entouré d'un silence qui semblait s'installer après tout le bruit. Près de moi se trouvait seulement l'enquêteur du procureur et quelques experts médico-légaux qui emballaient le bidon d'essence dans une boîte en plastique. « Pierre Moreau !» L'enquêteur s'est approché de moi. « Nous devons inspecter la maison pour nous assurer qu'il n'y a pas de surprise. » « Bien sûr », ai-je hoché la tête. « Entrez. » Nous sommes entrés dans la maison, il y faisait silencieux et frais à l'intérieur. Je les ai conduits au bureau. L'enquêteur a sifflé en voyant mes rangées d'étagères. « Sérieuses archives. » Il a commenté. « C'est 1 mois de travail. Prenez ce dont vous avez besoin, » j'ai dit. « Mais je vais garder une chemise pour moi-même. » Je suis passé au bureau et j'ai pris la chemise appelée « Projet Épicentre ». Ceci est une copie. J'ai transféré l'original à vos supérieurs électroniquement. Et celle-ci est pour ma mémoire. L'enquêteur a hoché la tête en signe de compréhension. D'accord, on terminera ici dans environ 2 heures. Vous avez un endroit où séjourner? Peut-être un hôtel? Un nom? J'ai dit fermement. C'est ma maison et je reste ici. Quand ils sont passés aux autres pièces, je me suis approché de la fenêtre. La berline dorée de l'avocat était toujours garée dans la rue. Il avait dû s'enfuir en abandonnant sa voiture quand il a réalisé que l'affaire était en feu. J'ai souri. Un autre trophée. J'ai sorti mon portable et appelé Maître Arthur Dumont. « Allô ? C'est terminé, Arthur, » j'ai dit. Ils sont arrêtés. J'ai entendu un soupir de soulagement sur la ligne. « Dieu merci, Pierre. Vous allez bien ? » « Je vais bien. » J'ai senti la fatigue s'installer dans mes jambes, comme un plomb lourd. « Arthur, j'ai besoin que vous prépariez des documents. »« Quels documents ? Pour l'héritage ? » ?»« Non, pour le transfert du terrain. »« Quoi ?» La voix de l'avocat s'est élevée. « À qui ? » ?»« À la ville, ai-je répondu. « Exactement comme l'acte de transfert le mentionnait, mais avec une condition. »« Quelle condition ? » Le droit d'occupation et d'usage de la maison pour moi et le statut historique de la propriété pour qu'aucun promoteur ne construise jamais quoi que ce soit ici à nouveau, ni une usine, ni une table de billard. Arthur est resté silencieux. C'est du génie, Pierre. Vous leur donnez ce qu'ils auraient pu prendre par la loi de toute façon, mais vous dictez vos termes. Vous transformez la défaite en victoire.
Ce n'est pas une victoire, Arthur, ai-je dit, regardant la rue vide où mon fils avait été emmené. C'est juste la justice. J'ai raccroché. Juste alors, un camion de dépannage est entré dans le jardin. Le conducteur est sorti, regardant autour de lui. « Monsieur, je viens chercher la voiture ?» Il a appelé, pointant le SUV de Dominique. Je suis passé à la porte. « Non, ai-je dit. Laissez le SUV, il est saisi. Prenez celle-ci. » J'ai pointé le cabriolet de luxe qui était garé dans le garage. Je me souvenais d'elle se vantant à ce sujet, un cadeau de son mari pour ses patients. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le conducteur. « Il y a une saisie conservatoire dessus pour garantir un jugement civil, ai-je expliqué. Je l'ai déposé hier. Une plainte pour détresse émotionnelle et compensation pour frais médicaux. »« Frais médicaux ?» demanda le conducteur, surpris. « Oui, les nerfs, vous savez. » J'ai souri lentement. Être vieux n'est pas une plaisanterie. Le conducteur a hoché la tête et a commencé à attacher la saisie. J'ai regardé la voiture rouge, le symbole de la vanité de ma belle-fille, être hissée sur la plateforme. Un jouet, un porte-clés azur accroché au rétroviseur. Ça semblait pathétiquement triste. « Où ?» demanda le conducteur, montant dans le camion. « À la fourrière municipale, ai-je répondu. Et dites-leur de le mettre en garde maximale, au cas où elle essaierait de le récupérer. » Le camion est parti. Le jardin est devenu complètement silencieux. Je suis retourné dans la maison et me suis assis dans le fauteuil d'Elisabeth. Il était trop grand pour moi, mais maintenant je sentais qu'il m'embrassait. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de me détendre. Mes muscles me faisaient mal, ma tête battait, mais mon cœur était calme. La terrible pression qui m'avait tourmenté depuis les funérailles avait disparu. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le portrait de ma femme sur le mur. « Eh bien, Elisabeth Moreau, » ai-je murmuré. « Nous y sommes arrivés. Les archives sont en sécurité. La maison est en ordre. Et notre fils a reçu la leçon que nous n'avons pas pu lui donner quand il était enfant. » Je savais que les procès étaient à venir. Des procédures longues et douloureuses. Dominique choisirait des avocats. Il ferait appel. Chantal pleurerait lors de conférences de presse, mais cela ne me faisait plus peur. J'étais dans mon élément. J'étais le plaignant, le témoin et le gardien. Et j'avais du travail à faire. Je suis passé dans mon bureau, j'ai pris une feuille de papier propre et un stylo, bleu cette fois, et j'ai écrit en haut de la feuille « Plan de réorganisation des archives ». Objectif ? La création d'un centre d'aide juridique. Si je ne pouvais pas sauver mon fils de la corruption, je sauverais les autres, ceux qui n'avaient pas de voix, ceux qui étaient considérés comme des chiffons. Je leur donnerais l'arme qui m'avait sauvé, la loi. 2 mois se sont écoulés. Les lilas ont fleuri dans le jardin, remplissant l'air d'un parfum doux et enivrant qui surpassait même l'odeur du vieux papier dans mon bureau. Mais ce bureau n'était plus seulement un dépôt du passé. Une nouvelle plaque brillante se balançait au-dessus de la porte. Centre d'aide juridique municipale, heure publique, lundi, mercredi, vendredi. J'étais assis à mon bureau massif, qui était maintenant couvert, non de chemises poussiéreuses, mais de nouvelles demandes. À mes côtés était assise Marie Dubois, ma voisine, tenant un stylo dans ses doigts tremblants. « Pierre, ils disent que le recalcul de la pension est correct, mais je peux le voir. » Elle a commencé, sa voix tremblant. « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. » J'ai pris avec confiance ces documents et les ai tamponnés. Le son dur et autoritaire du tampon dans mon bureau résonnait comme une promesse de protection. Ils ont oublié d'appliquer le coefficient pour le temps servi dans les régions du Nord. Statut fédéral 14. Nous allons déposer une réclamation aujourd'hui. J'ai regardé ses épaules se détendre. Pour ces personnes, oubliées par le système, j'étais devenu non seulement un voisin, mais le dernier recours. Pierre d'acier, comme il m'appelle maintenant. La vie avait pris un nouveau rythme. Dominique était en détention préventive. Les journaux écrivaient sur l'affaire de l'ex-politicien tous les jours, savourant les détails de ses accords occultes et de ses transactions illégales.
Il était dans la prison départementale, et les nouvelles disaient que ses avocats changeaient toutes les semaines. Personne ne voulait s'associer avec lui. Chantal a demandé le divorce immédiatement après le premier interrogatoire, essayant de sauver les restes de ses biens. Mais mes réclamations de responsabilité subsidiaire ont gelé ses comptes. Maintenant, elle vivait avec sa mère dans un appartement miteux et, disait-il, avait pris un emploi comme réceptionniste dans un salon de coiffure bon marché. Je n'ai pas gloussé. J'ai juste regardé comment la loi, cette machine impartiale, broyait ceux qui tentèrent de la briser. J'ai bu une tasse de thé de ma vieille tasse en porcelaine. Le goût était doux et propre. Je me sentais, étonnamment, pur. La maison appartenait à la ville, mais j'en étais le gardien à vie. Personne ne pourrait me faire partir à nouveau. Personne ne pourrait démolir ces murs. J'ai ouvert le tiroir inférieur du bureau. Le dossier appelé « Plan de réhabilitation de Dominique » était à l'intérieur. Je l'avais commencé dans un moment de faiblesse, pensant que peut-être, quand il sortirait, dans 5 ou 7 ans, je pourrais l'aider à recommencer. J'ai regardé le dossier, je l'ai pris, et lentement, avec satisfaction, je l'ai mis dans le destructeur de documents. Le papier s'est déchiré, devenant des bandes fines. « Non !» ai-je dit au fond de la pièce vide. « La réhabilitation est pour ceux qui font des erreurs, mais la trahison n'est pas une erreur, c'est un choix. J'étais libre, libre des attentes, du devoir d'un père de sauver un homme adulte, de la peur du futur. Mon futur était ici, parmi ces gens qui avaient besoin de moi. Un coup est venu à la porte. « Entrez !» ai-je appelé. Un jeune facteur, qui me souriait toujours, se tenait dans l'embrasure. « Pierre Moreau, courrier recommandé pour vous, de Paris. » J'ai signé l'accusé de réception. L'enveloppe était épaisse, avec le logo d'un grand cabinet d'avocats. Conseil pour Champro Industries SARL. Mon cœur a sauté, mais seulement pour une seconde. J'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier. À l'intérieur se trouvait un jugement, mais pas contre moi ou la ville. Un jugement de réclamation de dommages et intérêts. Plaignant. Champro Industries SARL. Défendeur. Dominique Moreau. Montant réclamé. 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. J'ai rapidement parcouru le texte. Mes lèvres se sont courbées en un sourire. Il demandait le retour de l'avance et la compensation pour les profits perdus. Mais la partie la plus belle était la justification. En raison du contrat étant déclaré nul, en raison de l'absence d'autorité du vendeur, et également en raison du fait découvert de la falsification, qui a été noté par M. Pierre Moreau dans sa déclaration. Et à la fin, en petits caractères, le contrat est considéré comme nul, car il manque la signature de témoins requise de la part du vendeur pour les transactions immobilières dans les zones à risque spécial. J'ai ri d'un rire silencieux, un rire sec, qui a résonné sur les murs du bureau. Je me souvenais du jour où j'ai trouvé le contrat dans le coffre-fort. J'avais remarqué que la ligne du témoin était vide. Dominique était tellement pressé qu'il avait oublié de demander à quelqu'un de signer. Et dans ma déclaration au procureur, j'avais, avec soin, presque par hasard, souligné ce défaut procédural. Ce défaut coûtait maintenant 150 millions d'euros. C'était le dernier clou. Même s'il sortait de prison, il devrait à cette corporation pour le reste de sa vie. J'ai pris un marqueur et j'ai écrit une petite lettre majuscule sur l'enveloppe. J pour justice. Puis j'ai ouvert le classeur et j'ai placé le document dans le dossier, entre l'affaire de Madame Dubois et une réclamation de protection des consommateurs. Le soleil se couchait, peignant le ciel en ton cramoisi. J'ai éteint l'ordinateur, éteint la lampe. Ma journée de travail était terminée. Mais mon travail ne faisait que commencer. Je suis sorti dans le jardin, respirant l'air chaud du soir. Quelque part, un chien aboyait et j'ai entendu des enfants rire. La vie continuait, et j'en faisais partie. Pas une ombre, pas une relique, mais un pilier. J'ai ajusté le dossier sous mon bras et j'ai souri. « Eh bien, ai-je dit au silence, demain c'est lundi. Heure publique. Il faut se préparer. » Et ainsi se termine l'histoire de Pierre Moreau.
Le greffier. Un greffier qui a prouvé que la connaissance de la loi et la force intérieure peuvent renverser même les adversaires les plus apparemment invincibles. Cette histoire est plus qu'un drame de trahison familiale. C'est un rappel que la dignité et le professionnalisme sont des armes qui sont toujours avec vous. Qu'en pensez-vous? Pierre a-t-il fait ce qu'il fallait? Il a, en essence, envoyé son fils en prison et l'a dépouillé de tout de ses propres mains. Était-ce un acte de justice ultime, ou la cruauté d'un père qui ne pouvait pas pardonner la trahison? Ou peut-être était-ce la seule façon de sauver son âme, l'empêchant de tomber dans l'abîme de la corruption? Dites-nous votre opinion dans les commentaires. Nous sommes très intéressés de savoir de quel côté vous êtes dans ce conflit. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez savoir ce qui est arrivé à Pierre, quel nouveau cas il a dû traiter au centre d'aide juridique, et si Dominique a tenté de le contacter depuis la prison, faites-le nous savoir. Nous serions ravis de continuer à raconter son histoire de lutte pour la justice. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si cette vidéo a touché votre cœur et abonnez-vous à notre chaîne Les Conseils de Papy pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Votre soutien nous inspire à créer plus de contenu de qualité pour vous. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Une fenêtre apparaîtra au centre de l'écran à la fin de cette vidéo. Cliquez dessus pour regarder nos autres histoires les plus captivantes.